Nous sommes vendredi, le 8 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français, dont voici d'abord les titres. La justice de Gitega, la cour d'appel, a condamné des personnes accusées d'avoir tué un jeune homme au centre de la capitale économique de Gitega. La peine varie entre 6 mois d'emprisonnement et perpétuité en plus de la somme comptable pour indemnisation de la famille de la victime. L'État burundais a le devoir d'organiser un deuil national et de permettre aux familles des victimes de 1972 qui n'avaient pas l'autorisation de le faire à cette époque de 1972. C'est du moins une partie des recommandations de la commission Vérité Réconciliation au gouvernement du Burundi. Et en Centrafrique, hors de chez nous, au moins 3 candidats au présidentiel ont déjà saisi la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent une élection émaillée de plusieurs irrégularités et surtout non inclusive. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue. Rebonjour. Justice pour commencer ce journal. Le procès d'Aimé Ilambona a été repris mercredi. Le responsable adjoint des Imbonerakure de Gitega, récemment surpris avec un cadavre humain dans son véhicule, a finalement écopé de 21 ans de prison ferme. 3 de ses co-accusés, quant à eux, étaient condamnés à la prison à vie. Il y a comparaissé devant la cour d'appel de Gitega. Les détails avec Bertrand Ngendakuliyo. Devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Gitega, le représentant du ministère public a condamné tous les 6 prévenus d'homicide volontaire et de crimes prémédités. 4 individus ont été reconnus coupables des coups et blessures ayant entraîné la mort d'un homme. Ce dernier est Ezekiel Ndaisenga, tué le 26 décembre après avoir été attrapé en flagrant délit avec un carton de carreau appartenant à Aimé Ilambona. Accusé de complicité dans ce crime, Aimé Ilambona, vice-président de la Ligue des jeunes Imbonerakure, a été reconnu coupable d'avoir facilité la situation qui a permis la réalisation du crime et la falsification des preuves. Le 5e individu, un policier qui assurait la garde d'Aimé Ilambona, a été jugé pour manquement à la solidarité publique. 3 individus, dont un beau-frère d'Aimé Ilambona, ont été condamnés à la prison à vie. Aimé Ilambona purgera 21 ans de prison ferme au moment où son ancien garde de corps va passer 1 année en prison. Un 6e prévenu qui a plaidé coupable a écopé de 6 mois d'emprisonnement. Les personnes condamnées à perpétuité ainsi que M. Ilambona devront verser un dédommagement moral et matériel à la famille de la victime de plus de 5 millions de francs burundais. Merci à Bertrand Ngendakuliyo pour ces détails. L'État burundais pourrait organiser un deuil national en mémoire des victimes des massacres de 1972 et présenter des excuses aux familles des disparus à la place du gouvernement de cette époque qui n'a pas joué ce rôle. C'est entre autres que les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation alors qu'il présentait ce rapport annuel devant les 2 chambres du Parlement. Pierre Claver Ndayichariye, président de la commission, demande également l'élaboration de la loi pour blanchir ceux qui ont été traités pour des traîtres dans le but de restaurer la confiance entre les Burundais. Suivez Pierre Claver Ndayichariye. Puisqu'on interdisait aux familles des victimes de pleurer pour le leur pendant la crise de 1972, d'observer un deuil ou de faire d'autres rituels relatifs à la mort, l'État devrait organiser un deuil national en mémoire de toutes les victimes. Il sera une occasion aux familles concernées de faire le deuil et de pleurer pour le leur. L'État devrait sensibiliser tous ceux qui ne l'ont pas fait d'organiser ces festivités en mémoire de le leur. Les enquêtes de la commission ont prouvé que l'État de cette époque a participé dans ces massacres alors qu'il était le garant de la sécurité des citoyens. Nous demandons au gouvernement de présenter ses excuses auprès des familles des victimes. Le manque d'un endroit adéquat pour la conservation des restes constitue un défi majeur de notre travail. À ce propos du président de la commission Vérité et Réconciliation, les recommandations de cette commission
devrait être mise en application par le gouvernement du Burundi. Par contre, certains propos des responsables de la CVR sont de nature à raviver la haine. Suivez Innocent Muhozi, il est journaliste burundais. La commission Vérité et Réconciliation est un problème dans notre pays. Ce n'est pas une commission qui vise à connaître la vérité parce que c'est une commission monopartisane. Elle est totalement en dehors de l'esprit de l'accord d'Arusha. Le pays ne peut pas espérer avoir la vérité sur ce qui s'est passé avec une commission orientée politiquement comme celle-là. Le rapport qu'elle a présenté, il y a beaucoup de choses qu'elle a dites, qui ont été dites, qui sont des choses vraies. Le massacre des Hutus en 1972, surtout de l'élite, et des enfants qui étaient à l'école secondaire, les spoliations des veuves et des orphelins, c'est des choses qui sont réelles, que tout le monde connaît, que celui qui veut être honnête connaît. Les auteurs, c'était qui? C'était l'État burundais fondamentalement. L'armée, la gendarmerie, la JRR, certains militants de la JRR, il ne faut pas non plus oublier que le secrétaire général de l'époque de la JRR, Émile Moroha, avait dénoncé ces massacres-là dans lesquels s'impliquaient certains. Je constate aussi qu'il y a un début de reconnaissance des massacres des Tutsis qui ont précédé le massacre des Hutus en 1972. Et que cela a été dit par le président de la commission dans le rapport qu'il fait. Rumongue, je crois, Nyanzarak et d'autres endroits où les Tutsis ont été systématiquement massacrés au début. Maintenant, il y a quelque chose que je trouve très malsain dans son rapport, tout au moins certains aspects, je ne l'ai pas encore lu en détail, j'ai entendu des extraits. C'est l'insinuation comme quoi les massacres des Tutsis auraient été montés par le pouvoir pour justifier le massacre des Hutus. C'est un non-sens. Quand on dit qu'il y avait des accointances entre Soumialo qui était le chef militaire du mouvement de Pierre Moulélé, qu'il y avait des accointances entre Soumialo et certains membres du gouvernement. Évidemment, le gouvernement des partisans de Lumumba était installé même à Bujumbura avec Soumialo à sa tête, ça tout le monde le sait. Le gouvernement de Michombero au début était un gouvernement progressiste, donc il soutenait le courant progressiste. Les Lumumbistes, beaucoup de Lumumbistes étaient réfugiés à Bujumbura. Moi, j'ai grandi avec des voisins Lumumbistes qui avaient fui après la mort de Patrice Lumumba. Que les gens aient repris cette sorte de symbolique des partisans de Mouléré, ça oui, mais c'était Burundais qui massacraient d'autres Burundais. Comme les gens l'ont dit, c'était des citoyens burundais détenus Hutus du mouvement précis de ceux qui voulaient installer la fameuse République du Soleil, qui ont fait ces massacres-là. Ça, ce sont des réalités. Maintenant qu'on essaie de nous faire croire qu'il y aurait une autre version qui dirait que peut-être que le gouvernement de Michombero avait manipulé ces gens pour qu'ils lui... Ça n'a pas de sens, c'est du n'importe quoi. Dans l'histoire du Burundi, il y a eu tellement d'extrémistes et Hutus qui ont massacré des Tutsis, ils n'avaient pas besoin d'être manipulés par un gouvernement quelconque. Il y a eu tellement d'extrémistes et Tutsis qui ont massacré des Hutus sans qu'ils aient été manipulés par qui que ce soit. Donc, certaines choses qui sont dites dans ce rapport sont très pertinentes, sont réelles. D'autres, l'esprit de vouloir insinuer que les Tutsis qui ont été tués, c'était un peu la faute au gouvernement. Ça, on a déjà vu ça dans d'autres situations que je ne citerai pas. Deuxième chose qui me paraît vraiment malsaine, c'est la manière dont est décrite les massacres des Hutus. Il y a comme une façon de vouloir susciter quelque chose de malsain dans la façon de présenter ce rapport, même si les choses qui sont dites sont réelles. La commission Vérité et Réconciliation gagnerait un petit peu de dignité à ne pas vouloir, en plus des malheurs qu'il y a eu, instrumentaliser ces malheurs pour créer le terrain à d'autres malheurs encore. Nous poursuivons notre journal. Monseigneur Jean-Marie Nahimana a rendu la messe jeudi à la suite d'une maladie, selon un communiqué sorti ce jeudi. Thierry Bigilindavi revient sur certains points de sa vie. Monseigneur Jean-Louis Nahimana a été ordonné prêtre en 1992. Depuis lors, il a occupé plusieurs fonctions, que ce soit au sein de l'Église catholique du Burundi ou dans différentes commissions qui avaient un mandat national. Il a fait partie en 1994 de la commission nationale chargée de préparer le débat garantissant la continuité des institutions après le coup d'État qui a coûté la vie au président Melchior Ndadaye. De 2007 à 2008, il a été le vice-président de la commission nationale chargée du désarmement. Monseigneur Jean-Louis Nahimana a été le premier président de la CVR à partir de décembre 2014 jusqu'à décembre 2018. La dite commission avait pour mission d'enquêter sur les massacres
commis depuis l'indépendance du Burundi en 1962 jusqu'au 4 décembre 2008, date de la signature de l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement du Burundi et la rébellion par Pahutu FNL dirigée par Agathon Rwasa à l'époque. Au sein de l'église catholique, il a été successivement curé de différentes paroisses du diocèse de Bujumbura, paroisse Muramvya, Nyakabiga, cathédrale Regina Mondi, esprit de sagesse de Mutangaside et paroisse Sainte Famille d'Okinama. Entre 2005 et 2008, Monseigneur Jean-Louis Nahimana était le vicaire général du diocèse de Bujumbura. Depuis 2009 jusqu'en 2014, il était le secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Jean-Louis était né en 1964 en France, lors d'un stage professionnel de ses parents, Joseph Nahimana et Régine Niwebassa, tous les deux employés de l'hôpital provincial d'Ongozi. Jean-Louis n'a pas eu la chance de grandir avec son père. Son dernier fut tué dans le massacre interburundais de 1969. C'est à cette époque que la mère du jeune Jean-Louis, de 5 ans, désormais veuve de 8 enfants, va déménager pour s'installer à Bujumbura, dans le quartier de Kamenge, au nord de la ville. Jean-Louis Nahimana a fait l'école primaire Saint-Joseph, ses études secondaires à l'Athénée Royal, ses études universitaires au Grand Séminaire de Bujumbura et au Grand Séminaire de Burasira, et enfin son 3e cycle à l'Institut catholique de Paris, où il décrocha un diplôme de master de recherche en théologie dogmatique et fondamentale. Monseigneur Jean-Louis Nahimana avait été admis à l'hôpital Bomelek de Bujumbura depuis ce samedi 2 janvier 2021. Qu'il repose en paix. Merci à Thierry Biguilindavier. Monseigneur Jean-Louis Nahimana a été un homme juste dans tout ce qu'il faisait. Il était aussi un homme qui cherchait que les Burundais sachent la vérité sur son histoire sombre dans le but d'aboutir à une réconciliation réussie. Vital Shimirimana, président du Force, dit aussi que le décès de Jean-Louis Nahimana est une grande perte pour le Burundi. Et le décès de Monseigneur Jean-Louis Nahimana, c'est une très grande perte pour le Burundi, parce que tout le monde, tous ceux qui le connaissaient, disaient de lui que c'était un homme de paix, un homme de vérité, un homme d'ouverture. Tous ceux qui ont travaillé avec lui connaissent de lui comme un homme laborieux, un homme à l'écoute de tout le monde, un homme juste, un homme qui cherchait et qui rêvait d'un Burundi réconcilié avec lui-même, un homme qui, lors de son passage à la CVR, alors que celui-ci était doté d'une mauvaise loi, a tout fait pour servir le peuple afin de jeter la base d'une commission qui devrait, en principe, aboutir à la réconciliation nationale. Il était l'ami de la société civile. D'ailleurs, il participait dans plusieurs activités de notre organisation quand nous parlions du projet de la CVR ainsi que des prestations de celle-ci. C'est la raison pour laquelle notre organisation avait décidé depuis beaucoup d'années et surtout avec l'adoption de la loi sur la CVR en 2014 d'accompagner la CVR en vulgarisant ces actions, en sensibilisant la population à adhérer au projet de la vérité de la réconciliation. Et il était également satisfait et fier de l'appui de la société civile, ce qui n'est pas le cas avec ses successeurs. Justement, à propos de cette disparition de Jean-Louis Nahimana, Monseigneur Jean-Louis Nahimana a été un homme honnête, intégré, ce qui lui a permis de conduire la commission Vérité et Réconciliation selon la volonté du peuple burundais. Innocent Muhozi, qui le connaît depuis l'école secondaire à l'Athénée de Bujumbura, confirme toutes ces qualités de cet homme de l'Église décédé ce jeudi dernier. C'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, depuis l'école secondaire, on était à la même école notamment. Je connaissais aussi d'autres membres de sa famille, notamment sa sœur qui était médecin. Ce sont des gens qui avaient un grand cœur et un très bon cœur, malgré ce qui lui est arrivé, parce que c'est des orphelins de 72 aussi. Mais c'est des gens qui dépassaient cela, se mettaient dans une perspective simplement humaine de justice et pas d'esprit de revanche quelconque contre je ne sais trop qui.
C'est quelqu'un qui a montré beaucoup de tempérance et de sérieux dans le travail qui lui avait été confié en tant que président de la Commission de vérité et réconciliation, qui a essayé de faire les choses de la manière la plus correcte possible. Qu'il soit décédé, c'est vraiment triste pour le Burundi, c'est triste pour sa famille certainement, mais c'était quelqu'un de bien, vraiment. Moi, je l'ai connu, comme je vous disais, depuis l'école secondaire à l'Athénée, où on était des jeunes militants très engagés, très à gauche. On n'avait pas d'ethnie, on ne savait pas qui était quoi. On était dans des combats idéologiques, politiques, idéologiques. Les ethnies, ce n'était pas notre problème. C'est triste de voir qu'un homme comme celui-là disparaisse aussi vite, aussi rapidement, mais c'est un de ces Burundais-là qui sont quand même nombreux, qui donnent de la fierté d'être Burundais. Hors de chez nous, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle risque d'avoir 10 pains sur la planche. Jeudi, elle a reçu 3 plaintes émanant de 12 candidats à la présidentielle. Ces derniers réclament tout l'annulation pure et simple des résultats de la présidentielle du 27 décembre dernier. Il dénonce de nombreuses irrégularités et une élection non représentative, n'est-ce pas, Winnie Rosisa? Le rang des contestataires des résultats issus de l'élection présidentielle du 27 décembre s'étoffe. Au total, 3 recours ont été déposés hier auprès de la Cour constitutionnelle, 2 au nom des candidats de l'opposition, Martin Ziguélé et Anicet Georges Deleguélé, tous 2 anciens premiers ministres, un 3e au nom d'une coalition de 10 candidats, dont l'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Tous dénoncent ce qu'ils qualifient de nombreuses irrégularités, intimidation, achat de vote, le démarrage tardif des opérations électorales, disparition de bulletins de vote ou encore la non-remise de feuilles de résultats ou de procès-verbaux. Les plaignants déplorent également le fait que la moitié des électeurs du pays n'aient pas pu voter. Ils considèrent ainsi que les résultats issus du scrutin ne sont pas à même de légitimer le gagnant. Tous réclament l'annulation pure et simple de l'élection du 27 décembre. La Cour constitutionnelle doit maintenant examiner et statuer sur ces requêtes avant de valider ou non les résultats de l'élection. Le dépôt des recours pour la présidentielle qui devait s'achever jeudi soir à minuit a été prolongé de quelques heures ce matin, vendredi 8 janvier. La Cour constitutionnelle a en effet dû fermer son bureau plus tôt jeudi en raison du couvre-feu décrété par les autorités. Selon les résultats provisoires publiés par l'autorité centrafricaine en charge des élections, le président sortant Faustin Archange Touadéra est vainqueur dès le premier tour avec près de 54% des voix. Merci à Winnie Nkurunziza. Bobi Wine porte plainte devant la Cour pénale internationale. L'opposant ougandais l'a annoncé ce jeudi au cours d'une conférence de presse virtuelle. Il accuse le président Yoweri Kaguta Museveni, le ministre de la Sécurité Eli Tumwine et 8 autres officiers de crimes contre l'humanité et de violation des droits humains et des libertés civiles. Dans cette même plainte, Bobi Wine dénonce notamment des violences contre lui et ses partisans. Selon ses avocats, l'opposant a été arrêté et torturé à de nombreuses reprises. 54 personnes sont mortes entre le 18 et le 20 novembre dernier pendant une manifestation des partisans de l'opposant. Selon la plainte, ils ont été tués suite à l'ordre donné par le ministre de la Sécurité à la police de tirer à balles réelles sur les manifestants. Le dépôt de cette plainte survient quelques jours avant l'élection présidentielle prévue le 14 janvier, donc la semaine prochaine, scrutin auquel Bobi Wine est candidat. Voilà, c'est ce que fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.